Nature sensible. Un podcast Proposé par Claire Duncan et Stéphane Henry. Nature sensible. Le podcast qui vous offre une vision holistique de l'éco-conception, De l'écologie et du lien homme-nature dans nos habitats d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, bienvenue dans la seconde partie de l'interview avec l'architecte Luc Schwitten. Nous nous retrouvons autour de ce poêle à bois, sur un canapé confortable. Nous continuons cette agréable et passionnante discussion. Alors ça c'est une question de ma collègue, comme elle est architecte d'intérieur, je me suis dit je vais poser sa question qui est très intéressante. Et comment concevez-vous la relation entre les espaces extérieurs et intérieurs, et comment faites-vous, surtout dans les espaces intérieurs, pour intégrer le lien entre l'homme et la nature? Une question, il n'est pas facile la question. Non, mais c'est quelque chose que j'aborde un peu autrement. Je dirais que j'essaye de gommer cette frontière le plus possible entre l'intérieur et l'extérieur. Donc pour moi, l'extérieur doit rentrer à l'intérieur, l'intérieur doit sortir à l'extérieur. Etc. Il faut qu'il y ait une fluidité. Une communication. On fait rentrer. Couper les frontières un peu entre on fait rentrer la lumière, l'air, etc. Mais je réfléchis de plus en plus mes maisons en fonction des saisons. La maison, en fait, l'été, c'est le jardin et l'ensemble de l'espace dit intérieur. C'est un seul espace. On vit autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les portes sont ouvertes, on a les terrasses, on a le jardin. On le voit dans cette maison d'ailleurs où on est, où on voit les grandes fenêtres qui peuvent s'ouvrir avec les volets, le volet qui se rabat pour faire un pont-levis, mais qui permet d'avoir une grande terrasse. On voit que il y a une porosité, mais même le système de croix, on voit que ça prend sa place sur le terrain et que c'est pas juste un rectangle posé. Même si on aurait pu faire un rectangle qui aurait marché aussi, fonctionné aussi, mais on voit qu'il y a quand même une prise en compte du site qui est de l'environnement qui est importante dans votre réflexion. Alors maintenant, j'essaye d'introduire dans mes maisons la notion d'un espace, je dirais, de retrait, de demi-saison, où on peut chauffer encore très facilement avec l'énergie solaire ou avec un poêle de masse, quelque chose comme ça. Et puis, au moment où l'hiver est le plus froid, au moment où on est dans une phase où il faut garder le plus possible la chaleur, il y a une zone à l'intérieur de la maison dont on peut privilégier de le chauffer, mais qui est plus réduite. Donc il y aurait une sorte de transhumance à travers l'espace de vie où on se retrouve... On ne vit pas pareil l'été comme l'hiver. En plein hiver, quand il fait froid, en dessous de zéro ou aux alentours, on peut se cantonner dans un petit espace plus réduit. Mais ce n'est jamais obligatoire. C'est-à-dire que si on veut inviter des gens au week-end, etc., on peut aller plus loin, chauffer plus, mais en même temps, on dépense plus d'énergie. Commencer à fonctionner en réfléchissant à l'énergie qui nous est disponible et en essayant de la gérer le mieux possible pour ne pas créer de difficultés au niveau de la consommation de la planète, ça a beaucoup de sens, je trouve, pour moi. Au moment où, durant la semaine,
la plupart des gens travaillent la journée, rentrent le soir chez eux. Oui, il n'y a pas besoin de chauffer la maison quand on n'est pas là. Il ne faut pas chauffer tout le temps. Enfin, moi... Un espace cuisine, quoi à manger, petit salon, est peut-être suffisant, ou un bureau. Et ça introduit cette notion que nous devons adapter notre mode de vie, nos comportements et nos exigences en fonction de notre position par rapport à la planète, à ses disponibilités, et à ce qu'elle peut nous offrir. Je vais poser une question qu'on a déjà évoquée tout à l'heure un petit peu. Vous parlez de biomimétisme. Connaissez-vous des exemples d'inventions qui ont été réalisées dans ce concept ? Et quel projet avez-vous réalisé en utilisant ce concept ? On a déjà un petit peu parlé de ça, oui. Mais on peut peut-être approfondir la question. J'ai travaillé sur différents modèles qui, pour moi, je n'ai pas encore pu les pousser suffisamment loin pour pouvoir les expérimenter réellement. Par exemple, les engins volants comme l'ornitoplane à aile battante ou la Raymanta. Oui, la Raymanta est quelque chose qui est assez emblématique de la possibilité que l'on aurait de pouvoir se déplacer dans les airs, qui est quand même pour moi une attraction très très grande. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de route. Non, mais surtout la Raymanta se déplace quasiment en apesanteur, puisqu'elle a un poids égal à celui de l'environnement dans lequel elle se trouve. Elle ne doit pas battre des ailes pour se maintenir à un même niveau. Donc un engin volant qui serait gonflé à l'hélium et qui utiliserait ce mouvement pour pouvoir se déplacer serait excessivement économe en énergie. Oui. Le gaz hélium est un gaz naturel que l'on trouve sur la planète à plein d'endroits. Il est un peu rare, mais on en trouve encore suffisamment. Et là, on aura un engin volant qui pourrait se déplacer seulement avec l'énergie solaire qui arrive sur l'extrado de l'engin. On a là la possibilité de créer quelque chose qui serait vraiment tout à fait intéressant et qui pour moi aurait à la fois la beauté qui est l'émanation d'un geste juste. Quand quelque chose que l'on a fait est tout à fait juste, il y a d'office une harmonie, une beauté qui en sort. Qui ressort tout ça. C'est le fondamental de ce que je cherche. Si ce que j'ai imaginé, je n'ai pas le sentiment qu'il y a une véritable harmonie, qu'il y a un résultat qui est beau, je ne vais pas continuer dans ce sens-là. C'est qu'il doit y avoir une erreur quelque part. Tout ce que la nature fait est d'une beauté extraordinaire. C'est vrai que c'est parfait. Je cherche simplement à rentrer dans la même logique de fonctionnement. L'espace sur lequel nous nous trouvons, donc cette maison, les voûtes que vous voyez là la voûte c'est une croisée d'ogive un peu. Croisée d'ogive, mais surtout en anse de panier, est une réponse absolument logique et au niveau de l'emploi du matériau très très rationnel. C'est ce qui permet de faire une portée sans utiliser des matériaux extraordinaires et avec simplement des briques de terre cuite. Cet effet en briques de terre cuite, d'ailleurs, c'est une question... Ce sont des simples briques de terre cuite creuses. C'est pas du béton. Non. J'aurais pu. Il y a un petit voile de béton qui m'a été imposé pour des raisons sismiques. Mais s'il n'y avait pas ça, il n'y en aurait pas eu. C'est un petit voile de béton entre deux couches de terre cuite. L'ensemble des murs sont en terre cuite. Donc c'est pour moi la réflexion de savoir comment est-ce que je peux répondre à une pente de toiture, à des murs, à une portée qui soit le plus juste possible par rapport au volume que je vais avoir et qui correspond à
à nos besoins au point de vue lumière, au point de vue espace. Et puis là, on est en plein Saint-Onge-Romane, hein, donc on est voilà, on est en plein dedans là. Voilà, on a plein d'églises qui sont faites comme ça, en pierre. Et là, justement, ces églises romanes, elles correspondent très précisément à ça. Et à une étude de résistance de matériaux empiriques, mais qui fonctionne bien, qui est très rigoureux par rapport à sa logique. Et je reste simplement dans cet esprit-là. Si vous regardez bien, il n'y a pas un cadre au mur, il n'y a rien d'inutile. Un grand mur blanc est suffisant pour moi. Si la forme est parfaite, si la forme est très juste, elle ne demande pas d'être complétée surenchérie par autre chose. Et dans un espace comme ça, ce sont les gens qui prennent toute leur importance. Quand vous voyez quelqu'un qui se découpe sur un mur blanc, il résonne autrement. Mais en plus, c'est pas des murs parfaitement plats. On voit qu'il y a un travail d'enduit à la chaux. Ils sont vivants, ils sont pas parfaitement droits. Voilà, ils sont faits à la main. Mais c'est aussi pour que la lumière les capte mieux et donne la sensibilité. Pas de la machine, on voit que c'est pas des fois très vertical, mais justement ça donne un côté vivant au matériau. Ce côté enduit fait à la main. C'est la main qui l'a. C'est la main qui l'a fait et qui l'a mis en place. C'est qu'en fin de compte, les espaces sont pas du tout cloisonnés comme dans les maisons modernes. Il y a pas de porte à chaque changement de pièce, et c'est ce qui fait la grandeur, quoi. Bien sûr. C'est pratique. Enfin, c'est pratique, et puis c'est pratique, esthétique, puis je trouve ça plus convivial, quoi. Absolument. Ce n'est pas sans conséquence sur la vie de ceux qui résident. Ce qui veut dire que ça a des très gros avantages, mais aussi des contraintes. Donc on ne réagit pas de la même façon dans un environnement comme ça. Le fait que mon atelier, l'endroit où je travaille, est en communication avec le living, avec la salle à manger, avec la salle de jeu, avec la cuisine, parce que le living, c'est la salle de jeu des enfants, nécessite que chacun tienne compte des autres. Et c'est ça qui crée les liens familiaux, le respect et l'apprentissage. L'apprentissage de la vie en société, de la manière dont il faut se comporter. On l'a vu tout à l'heure parce qu'il y a des personnes qui sont passées derrière et qui ont fait des petits bruits, mais ça a été... et puis même, je dis, bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, nous, on joue le jeu aussi, donc... on s'adapte et il s'adapte aussi, donc tout le monde s'adapte et tout le monde a une forme de respect par rapport à ce que chacun fait. Ça rend dans l'éducation. C'est aussi pour moi le rôle de la maison, c'est qu'elle peut avoir cette vocation de changer les rapports humains qu'il y a entre les différentes parties. Dans les maisons que j'ai créées pour ma famille ou pour moi-même ou pour des gens très proches, on a toujours essayé de faire des espaces privés assez petits et les espaces communautaires très grands, de manière à donner envie qu'on se retrouve au même endroit pour travailler, pour étudier, etc. Les devoirs des enfants, ça se fait sur la table de la cuisine ou la table juste à côté, et les jeux des enfants, mais ça se fait à l'endroit où tout le monde, mais les enfants que l'on voit jouer dans leur chambre, j'ai trouvé ça m'a côté un peu triste. Mais à part qu'il y avait dans ma maison une pièce réservée au Lego, oui, bah, avec Lego. une très grande table, et là tout le monde se trouvait à faire des Lego. Les Lego, bah oui, c'est bien pour les architectes, les Lego. Oui, et puis là, il fallait pas trop perturber cet espace. Il est là pour pouvoir construire, faire plein de choses. Bah oui. Alors, question plus sur les références. On peut remarquer l'influence de l'Art Nouveau dans vos recherches et projets. Quels sont vos architectes référents ? Alors, mes architectes référents, c'est vrai que Horta a été certainement a joué un rôle important. Je dirais plus de canalisateur. Donc, il a éveillé mon esprit à la beauté que l'on pouvait trouver formelle dans le mode d'expression.
mais Horta n'est en rien biomimétique. Oui, c'est-à-dire que sa manière d'aborder l'architecture n'est pas un gain... végétal. Oui, organique, végétal. Organique. Oui. Son côté organique est plus décoratif. Plus décoratif que une démarche. Donc c'est plus du biomorphisme. Ouais. Il imite la forme, mais sans aucun gain en durabilité. Oui, d'accord. Et ni en économie, ni rien. Ouais. Alors, en réfléchissant à tout ça, mes premiers dessins étaient très influencé par on voit quand même par l'Art Nouveau, et puis ça m'a vraiment énervé. Je me suis dit ça va pas du tout. L'Art Nouveau imite la nature et moi j'imite l'Art Nouveau. Il y a une dégénérescence là qui n'est pas possible. Ouais. Et puis en plus, l'Art Nouveau est un art qui s'est développé de manière fulgurante durant une dizaine d'années. Oui. À un moment où... C'était florissant quand même pour... Oui, mais à un moment où la Belgique, qui est un peu la capitale de l'Art Nouveau, c'est là qu'on en trouve le plus. Oui. On était un des pays le plus riches, le deuxième pays le plus riche au monde par habitant, ou le pays le plus riche au monde par habitant, grâce au Congo, dans lequel on a pillé toutes les réserves de manière scandaleuse. Ouais. Et ça nous a permis de faire travailler des artisans de grande qualité qui étaient largement sous-payés pour pouvoir créer des choses absolument magnifiques. Ça, je n'en disconviens pas. Mais quand je vois ce que ça a coûté au niveau humain, en conséquence, en Afrique et chez nous, je suis fier de cette affaire. Et je commence de plus en plus à réfléchir sur le fait qu'une maison, ce n'est pas que le résultat final quand on est dedans, c'est ce qu'il a fallu pour arriver à la créer et ce qu'il faut pour arriver à la recycler dans la nature. Et tant que je n'ai pas pu maîtriser le départ de tout l'acte de construire, depuis les prémices de la naissance de tous ces matériaux jusqu'à la manière dont il va revenir dans la nature, je ne peux pas être satisfait de mon travail. Oui, on voit parce que c'est regarder la chose avec... Par le petit bout de la lorgnette. Oui, avec une visière. On dit ça je veux pas voir, ça je veux pas voir, je ne vois que le résultat final. Non, c'est pas juste. Moi je veux tout voir. Et quand je regarde l'ensemble, je trouve qu'une maison est magnifique quand elle a répondu complètement à ça. Donc je regarde les maisons qui sont construites, par exemple, à Sanaa, en terre. Ce sont des immeubles qui font 8-10 étages. Ils sont autoclimatisés. Et ils sont faits avec un matériau qui n'a rien coûté à la planète. La terre qui se trouve juste à côté. On a fait un trou. On a fait l'immeuble juste à côté, et quand l'immeuble va être abandonné parce qu'il aura fini son usage après quelques centaines d'années, la ruine sera encore presque plus belle que le bâtiment. On pourra la réutiliser pour faire d'autres bâtiments. Et elle va revenir toute seule dans le trou dans lequel on l'a pris. C'est une merveille absolue. Nos maisons sont vouées à devenir des déchets quelque part dans des recyclages, dans des lieux de déchets. On parle de plus en plus, c'est sûr que par rapport à il y a quelques années, on va dire une dizaine d'années, même peut-être moins, on parle de plus en plus d'ailleurs de réemploi, de recyclage dans le bâtiment, alors que ça n'existait pas du tout il y a 15 ans, on n'en parlait pas du tout. Il y a une évolution mais monstrueuse même dans la profession, d'ailleurs qui nous complique des fois la vie parce que... même si c'est un bien, c'est un bien pour le. Mais en fait, on a l'impression. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un côté réglementaire plus qu'à vraiment une vraie réelle prise de conscience de la part des concepteurs. Absolument. On ne prend pas suffisamment conscience de cela. Que devient un béton qu'on a détruit? Ça ne sera jamais qu'un déchet. On ne peut plus en faire du béton. Donc, il n'est pas recyclé. Il est à peine sous-cyclé. On peut en faire un fond de route peut-être et encore. Ça commence à venir. Oui, mais on ne sait rien en faire. C'est terminé. Donc on a pris du sable dans la mer énormément qui crée des problèmes insurmontables. Et surtout, on a pris du ciment
qu'on a cuit à 1500 degrés, on a libéré le CO2 que la roche a mis des millions d'années à capturer, et on l'envoie dans l'atmosphère. On est responsable de gaz à effet de serre de manière considérable. C'est exactement ça. En fait, on a l'impression que les vendeurs de ciment nous vendent des bétons soi-disant écologiques ou soi-disant avec des indices IFC, etc. Mais non, on utilise des matières premières, on utilise... Mais de toute façon, quand on fait du ciment, on libère le CO2 que la roche a mis des millions d'années à capturer. Donc là, on ne s'en sort pas. Alors, la seule chose qu'ils font, ils disent on plante des arbres pour compenser. Mais avant d'arriver à compenser ça, puis un jeune arbre, ça met du temps avant de pousser. Il faut 30 ans pour qu'il commence à être un petit peu efficace, tandis que les destructions, elles ont déjà été faites. Et d'ici là, on risque de couper des arbres avant qu'ils n'aient pu donner quelque chose. Donc, quand on reprend ce type de problème, on regarde simplement un coquillage. Le coquillage, c'est un biobéton absolument incroyable. Ah, mais alors là, oui, on est dans qui n'a pas, eu besoin d'usine, de transport, d'essence. On est encore très loin d'arriver à faire ça. On n'a pas dû creuser dans la terre. Il l'a fait avec ce qu'il a pris dans le mercure qui est autour de lui. Et il a absorbé du CO2 au lieu d'en produire. C'est vrai. Pour faire sa coque, le coquillage utilise du CO2. Donc là, on a un exemple parfait d'un matériau qui est plus solide que le béton, tout à fait lisse, élastique, etc., coloré et tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Donc on commence un petit peu à comprendre se poser des questions, et à essayer de faire aussi bien, mais on en est encore très loin. Je posais une question qui sort un peu des questions que j'avais prévues, mais là dans la maison, quand même, dans ce qu'on voit, on voit quand même qu'il y a des petits détails au niveau à la base des arcs, des chapiteaux un petit peu avec des formes de colonnes uniques, un petit peu d'évocation de spirales. Oui. Il y a quand même un petit souci du détail quand même, détail un petit peu travaillé quand même. Oui, absolument. Là, il y a un petit enroulement qui me plaisait bien. Ce sont des pierres, les corbeaux, ce sont des pierres ici de Saintonge, donc tout à fait local. Mais on voit que c'est juste fait à la truelle presque. À la main, ou à la main. Ça a été taillé à la main. À la main. Et en fait, c'est ce qu'on peut reprocher des fois. On va parler justement, ça va amener sur la question d'après, au mouvement moderne, de voir trop épurer les choses et de perdre les éléments qui font la liaison entre un arc et un poteau où tout est englobé dans la même chose. Et on perd un peu le sens du détail, du sens du symbole. Donc ma question qui vient après, c'est qu'est-ce que vous pensez du mouvement moderne, des idées de Le Corbusier et du Bauhaus, et ce courant de pensée est-il toujours influent selon vous, ce qui est encore actualité, et est-ce qu'il est toujours pertinent? C'est surtout une question. Il y a beaucoup dans la question, et il y a beaucoup de choses à dire. Mais le Corbusier, c'est des choses absolument magnifiques et horribles. Oui. On a les deux. Donc, comment répondre à ça? Quand je vois l'église de Ronchamp ou celui de la Tourette, c'est absolument magnifique. Et il y a un sens de la proportion, de l'équilibre qui sont absolument incroyables et qui, moi, m'ont complètement fasciné. Donc, je ne rejette pas complètement le Corbusier. Non, mais bonne chose. La charte d'Athènes, c'est absolument une horreur. Même si, quand j'étais étudiant, je tombais de la léger. On a été élevé avec ça, on a été abreuvé avec ça. Parce que c'est très bien dit, etc. Oui, c'est très bien dit. Et puis très bon communicant, monsieur Le Corbusier. Et puis, on n'imaginait pas toutes les conséquences néfaste que cela avait avec. Il y a énormément d'architectes qui ont adoré. Adorer, on peut dire c'est ça, adorer. Adorer quand dans on a vu ça, tous les sens du terme. Parce qu'on a une force d'expression qui était très limpide et qui paraissait évidente. D'une époque aussi, qui correspondait à une époque. Et puis maintenant, on voit que quand on suit ça, ça marche pas toujours. C'est vraiment l'horreur. On cherche maintenant exactement le contraire. On cherche
la mixité. Oui. Là, tout était séparé. Tout était cloisonné en zoning. Tout bien d'équerre. Quand on imagine le travail qu'il a fait sur Paris. Oui, ton voisin, heureusement que ça n'a jamais été fait. C'est vraiment hallucinant. Et il gardait excessivement peu. Il gardait Notre-Dame et la Tour Eiffel, mais à part ça, il rasait tout pour faire des blocs de béton, tous les mêmes, les uns à côté des autres. C'est pas le seul, parce qu'on voit, là je te fais un travail justement de personnel sur l'héritage du mouvement moderne, voir ce qui était bon et pas bon dans le mouvement moderne, et les alternatives. Et en fait, c'est plus difficile quand on a un mouvement comme ça qui est très rigide, très, on va dire, direct, frontal, de trouver des alternatives, parce que les alternatives sont plus dans la nuance, et c'est beaucoup plus difficile d'amener des nuances que d'amener des rectitudes et des vérités toutes faites, en fait. C'est ça que je remarque, c'est beaucoup plus difficile. Puis, évidemment, le drame de cette affaire, c'est que les promoteurs immobiliers ont adhéré complètement à ces idées. Oui, ça va, parce qu'ils ont vu que c'est rentable. Un immeuble de Le Corbusier, ça coûte rien du tout. Ouais. C'est du béton coulé, c'est complètement brut, c'est excessivement simple à faire, et ça a une valeur de mode ou d'attraction pour les nouveaux qui est fantastique. Donc ça coûte rien, ça peut se vendre très cher. Donc c'est fantastique, on ne peut pas rêver de mieux. Mais seulement tous ceux qui sont venus après, ils n'ont pas gardé la proportion, ils n'ont pas gardé. Et surtout, ils ont enlevé la qualité, l'invention, la richesse. Il y avait aussi de la qualité dedans. La proportion. Oui, la proportion aussi. Ils ont fait du grand n'importe quoi. Et qui a fait le bonheur des promoteurs immobiliers. Oui. C'était la seconde partie du podcast avec Luc Schwitten. Nous vous attendons dans la troisième et dernière partie de cette interview. Merci, au revoir, à bientôt. C'était Nature Sensible. Nature Sensible.